Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des 5 plus grosses difficultés que rencontrent les étudiants en école de naturopathie et qui, en vrai, à la fin, mènent souvent à des difficultés à réussir le lancement de leur activité par la suite, voire même à avoir une pratique de la naturopathie à l'issue de leur formation et de leur certification de fin d'études, et parfois même mènent à des abandons de la discipline avant la fin de leurs études. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai pu constater en tant que directeur d'une école où on a un cursus de praticien naturopathe qui est assez long, assez dense, costaud, qui est nourri d'un point de vue du nombre d'informations et de connaissances à acquérir, aussi techniques, mais c'est aussi quelque chose que j'assimile et que, on va dire, je complète par le fait d'avoir des échanges par le biais d'Internet, par le biais de mes rencontres, des salons que j'ai fait pendant une dizaine d'années, salons bio dans toute la France, des conférences. Et donc, j'ai un réseau de gens dans le domaine de la naturopathie et dans cet univers de la santé naturelle qui me remontent beaucoup d'informations sur leurs pratiques, leurs ressentis, leur mal-être, leurs difficultés. Et c'est à partir de cette compilation générale, pas seulement des étudiants de mon école, que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que, selon moi, notre travail, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Et je pense que quelqu'un qui se met en difficulté à l'issue de ses études de naturopathie, pendant ses études de naturopathie, ou bien même, on va dire, bien après, pendant sa pratique, c'est quelqu'un qui aurait pu, en amont, faire davantage de prévention, ou en tout cas éviter certains éléments qui l'ont probablement amené jusqu'à ce résultat-là. Et donc, notre travail en tant que naturopathe, c'est avant toute chose de supprimer les causes qui mènent à ce résultat. Donc, pour moi, quelqu'un qui est dans le domaine de devenir un professionnel de la naturopathie et qui rencontre des difficultés, il y a fort à parier que certaines de ces difficultés peut-être prennent racine dans la manière dont on a vécu sa formation, etc. Donc du coup, j'avais prévu de vous donner 5 difficultés. Si vous avez envie d'en savoir plus sur notre école de formation, sous la vidéo, je vous mets un lien pour télécharger la plaquette, voir la présentation de notre école, participer à des webinaires. Vous avez aussi la chaîne de l'école qui s'appelle Pranatena, où vous avez des témoignages par dizaines de nos étudiants dans les différentes années de formation, également des entrevues avec nos formateurs. Et évidemment plein de choses sur l'école et sur le fait de pouvoir vous renseigner. Donc là, ici, c'est pas le but. Je reviens sur mon sujet, qui est les 5 difficultés que rencontrent la plupart des étudiants naturopathes et qui peuvent mettre en péril vraiment tout leur projet, voire même, pour certains, c'est un avortement du projet dès les premiers mois, voire avant même qu'il n'ait lieu, et puis parfois, plus tristement, à l'issue d'une certification, où finalement la personne, ça ne donne rien. Donc le premier point qui est vraiment un point majeur de difficulté, c'est la difficulté d'organisation entre la vie pro et la vie perso. Alors ça, c'est un gros sujet parce que la plupart des formations quand même en naturopathie durent un certain nombre d'heures, durent un certain nombre de mois, voire d'années. En tout cas, chez nous, ça se compte en années. Et c'est vrai que oui, il faut du lourd pour être crédible. Il faut avoir des bonnes bases. Il faut étudier. C'est prenant. Mais le gros souci, c'est est-ce que vous laissez de la place dans votre vie actuelle pour cette formation sur laquelle vous faites reposer tellement d'espoir pour transformer votre vie à l'avenir. En gros, vous êtes en train de dire, je me lance pour devenir naturopathe, mais parfois, vous aimeriez que la formation vienne s'intégrer dans la vie actuelle que vous avez construite par tous vos choix du passé, ainsi que ce qui était important pour vous jusqu'à maintenant, mais aussi tous vos non-choix. À chaque fois que vous n'avez pas fait de choix et que vous avez continué tel que c'était, c'est pareil, ça a généré des résultats. Et donc, vous demandez à cette formation, qui souvent est quand même relativement prenante, engageante, financièrement, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de, également de projet de vie, et vous demandez à cette formation de venir s'intégrer, se clipser dans un petit espace disponible dans votre vie privée, mais vous ne lui faites pas vraiment d'espace, alors que vous aimeriez à la fin que la naturopathie professionnelle prenne une grande place. Donc souvent, ce que j'aime à dire aux étudiants, c'est, je rappelle cette espèce de petite histoire du professeur qui en classe montre à ses élèves que si on essaie de superposer différentes matières dans un verre, ça ne rentre pas. Par contre, si on commence par mettre d'abord les grosses roches, ensuite les petits graviers, ensuite le sable et ensuite l'eau, en vrai, on aura réussi quasiment à tout rentrer et tout va venir se mettre au milieu des petits interstices. Souvent, ce que vous essayez de faire, c'est de mettre la naturopathie dans des interstices entre les graviers et les grosses roches. Vous essayez de le faire aller à droite à gauche par petits grains de sable.
Et ça, c'est délicat parce qu'une formation pour devenir un professionnel de l'accompagnement en naturopathie, c'est quand même une formation très prenante, très engageante, qui finalement, si on veut qu'à la fin, ça soit un métier pour vous sur lequel vous allez pouvoir bénéficier d'une rémunération, vous allez pouvoir être légitime, vous allez travailler, vous allez accomplir des choses, vous allez aider beaucoup de monde, ben ça prend beaucoup de place dans votre vie. Donc, ce qu'il faut aussi regarder, c'est dans la vie que vous espérez, ça prend quelle place? Comment est-ce que vous êtes capable de donner déjà cette place-là dans la vie actuelle pour que le résultat soit au rendez-vous? Trop souvent, vous espérez donner peu de place maintenant et comme si par magie, coup de baguette de ting ting, le jour où vous vous êtes certifié, vous voulez pouvoir avoir de l'activité, que ça prenne votre quotidien, que votre vie gravite autour, etc., et que ça soit épanouissant, mais vous ne donnez pas cet espace pendant votre formation à la naturopathie et tel que vous aimeriez que ça soit présent à l'issue de la formation. Et pour moi, c'est important de tout de suite corréler ces deux choses-là parce que sinon, vous allez avoir un niveau d'engagement et un niveau de disponibilité par rapport à votre projet qui sera moindre. Nous, je sais que tous les gens qui passent, qui déposent une candidature et donc qui ensuite sont retenus et passent la deuxième étape qui s'appelle l'entretien de candidature. Là, on leur demande systématiquement le nombre de temps qu'ils ont prévu pour pouvoir travailler sur leur cours, etc. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur la chaîne Pranatena qui est l'entrevue de Sabea, une vidéo assez récente, je vous mettrai le lien sous la vidéo, et où elle expose très très bien le fait qu'on l'avait dit à l'entretien de candidature, on l'avait dit dans la présentation de l'école, on l'a dit partout et même dès le début des études, mais parfois on peine un peu à se mettre dedans, on se dit oui, bon, ils disent ça, mais oui, ça nécessite vraiment un engagement et de mettre du temps à disposition de cette formation, c'est vraiment très important. La deuxième difficulté, c'est celle de rester en position de responsabilité, c'est-à-dire de vivre sa formation en étant responsable de l'état d'esprit que l'on a au quotidien, en étant responsable de ce qui nous arrive, en prenant son pouvoir sur tout ce qu'on peut prendre son pouvoir, c'est-à-dire travailler ses cours, c'est-à-dire s'entraîner, c'est-à-dire tisser des liens avec les autres, c'est-à-dire vraiment faire en sorte de vivre une expérience qui est épanouissante, mais aussi une expérience qui est transformatrice et que tout ce qui se produit, on le prenne comme c'est l'opportunité de me transformer en professionnel de l'accompagnement en naturopathie. Très souvent, ce que j'observe, y compris parmi mes étudiants, c'est pour ça qu'on a mis en place des coachings de groupe repositivants, des supervisions, des études de cas, des journées de mise en pratique de la posture d'accompagnement, où on travaille sur les blocages individuels pour pouvoir se transformer de passionné, amateur passionné en fait, à professionnel qui accompagne avec cette discipline. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a quand même des difficultés et être capable de rester dans cette posture de responsabilité vis-à-vis de ce qui vous arrive et de dire qu'est-ce que je peux faire de positif à partir de ce qui m'arrive, en quoi ce qui m'arrive au travers de la formation, même quand ça me challenge, même quand ça me stresse, même quand j'ai des difficultés, en quoi c'est l'opportunité pour moi de croître et de me transformer en professionnel de l'accompagnement en naturopathie. Ça, c'est la vraie posture de responsabilité. Et très souvent, c'est difficile de rester là-dedans pour les étudiants. On a très vite des moments, notamment à l'approche des examens, nous on le voit tous les ans, c'est la même chose. Les étudiants stressent à l'approche des examens. Les étudiants cherchent du réconfort au travers de leurs camarades de classe, leurs collègues, mais très souvent c'est plutôt pour dire bah, moi aussi je galère, toi est-ce que tu galères? Et finalement on vient renforcer euh, une espèce de sentiment commun et collectif d'être en difficulté. Donc c'est vrai, ça rassure, on n'est pas tout seul. Donc comme on est un groupe, on survit plus facilement. Ça c'est le truc du reptilien, du cerveau de la survie. Mais en même temps, c'est pas ce qui nous pousse vers l'atteinte de nos résultats. Et donc ça, c'est important de garder ce qu'on appellera un mindset, un état d'esprit qui est positif, positivement, un état d'esprit transformateur, un état d'esprit, un mindset finalement en faveur de devenir ce qui me plaît pour pouvoir prétendre atteindre mon résultat, plutôt que essayer de valider autour de moi que je suis pas tout seul à galérer, que si je galère, c'est légitime parce que les autres aussi, parce que souvent cette posture-là nous positionne tout de suite en victime et accessoirement nous fait aussi basculer très vite dans la casquette bourreau, c'est-à-dire j'accuse. J'accuse un tel, un tel, un tel. Alors parfois on va accuser un formateur, il parle trop vite, c'est pour ça que c'est difficile et que je galère. Et, ou l'école, parce que l'école nous a pas prévenu qu'il y a tel truc, etc. Mais des aléas, il y en a tout le temps dans la vie. Et dans la posture d'un professionnel de l'accompagnement en naturopathie, des aléas et des challenges, il y en aura au quotidien, c'est certain, d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue d'accompagnement, d'un point de vue de l'URSSAF, d'un point de vue de tout ce que vous voulez. Donc c'est important de tout de suite développer ce mindset de comment je fais, moi, tout de suite, avec ce que j'ai, pour avancer vers ma transformation
et comment je fais pour me sortir de cette posture de peut-être l'extérieur de moi est en train de me jouer des tours et me faire me sentir mal. Pour moi, c'est vraiment une clé. J'ai très souvent des gens qui me contactent qui sont dans d'autres écoles, qui sont en difficulté, qui veulent rejoindre notre école, pensant que ce serait comme par magie quelque chose de fantastique et beaucoup plus efficace ou beaucoup plus adapté. Ma première réponse est toujours la même et tous les membres de notre équipe, c'est pareil. Est-ce que tu as fait le point avec l'école dans laquelle tu es et la direction pour essayer d'améliorer les choses, pour leur exposer ce qui te pose problème, pour leur dire en fait que quelque chose te donne envie de partir, etc. C'est un peu comme si tu es en couple et que tu préviens pas l'autre qu'il y a un truc qui est en train de te contrarier, que tu penses à rompre. Bon, bah, ça serait quand même bien de la prévenir, la personne, parce que sinon, elle va se réveiller un matin en disant ah ben rupture, ah ben je savais pas, je pensais que tout allait bien. Non, non, on essaie de résoudre. Notre travail, c'est de résoudre des causes avant qu'elles aboutissent à des conséquences trop graves. Donc c'est vraiment très important. La troisième difficulté, c'est la peur de ne pas être au niveau. Très souvent, les étudiants, avant même de se lancer dans la formation, ont peur de ne pas être au niveau. Et puis quand ils se lancent, qu'ils l'ont un petit peu dépassé, on se dit ouais, finalement, ça va aller. À nouveau, ça revient en disant ah, j'ai peur de ne pas être au niveau, j'ai peur de ne pas tout mémoriser. C'est vrai que, en tout cas chez nous, le bagage en anatomie, en physiologie et dans toutes les autres disciplines, c'est quand même poussé. On fait venir des experts, on fait venir les gens qui, pour moi, sont ceux qui m'ont le plus appris, le plus inspiré. C'est ça les critères de sélection de nos formateurs. Donc autant vous dire que bon, on n'est pas face à des lapins de 6 semaines qui savent pas de quoi ils parlent et qui récitent des PowerPoint. Donc vraiment, c'est intense, hein, c'est intense du point de vue des parcours de vie, du point de vue de la transmission, de l'énergie des formateurs, de leur passion, mais aussi de la technicité, du niveau des connaissances, du niveau des enseignements. Donc bien sûr, c'est très intense. Et c'est le cas dans une grande majorité d'écoles qui ont choisi d'avoir des enseignements de qualité et suffisants en fait en termes de profondeur. Donc naturellement, dans ces moments-là, c'est difficile d'avoir, on va dire, une pleine confiance que vous allez être au niveau. Moi, ce que je vous demande, en tout cas pour ma part, c'est pas d'avoir une espèce de certitude que tout va bien aller, même quand vous rencontrez une difficulté, c'est d'avoir le courage de continuer à poser vos actions, même quand vous commencez à douter. Pourquoi? Parce que c'est la préparation et la répétition de toutes ces actions d'études de vos cours, etc., de votre engagement, qui fait qu'à la fin, vous êtes prêt et vous pouvez avoir confiance en vous. Il n'y a personne qui naît avec de la confiance en soi, on dit oh c'est bon, j'ai confiance en moi, c'est bon, j'ai une étiquette confiance en soi, ça m'arrive plus jamais d'avoir pas confiance. Non, moi aussi des fois j'ai pas confiance en moi, mais ne pas avoir confiance en soi c'est génial parce qu'à ce moment-là, hop, finalement qu'est-ce qu'on fait? On trouve en soi des ressources pour avoir le courage de le faire quand même et de sortir de notre zone de confort, de sortir de notre zone de certitude, de perfection, de toutes ces choses-là. Et finalement, quand on fait quelque chose dont on a peur, en trouvant le courage de le faire, bah c'est ça la confiance en soi. C'est de le faire en ayant le courage malgré les difficultés, la peur et les blocages. Donc finalement, vous avez confiance en soi. Vous avez de la confiance en soi. C'est juste que vous n'avez pas l'impression qu'elle est là tout le temps. Il y a des moments, c'est plus difficile que d'autres. Donc du coup, évidemment, au niveau du caractère technique des cours et au niveau du niveau attendu dans les examens, bien sûr, ça dépend de toutes les écoles. Nous, il est évident que les examens ne sont pas donnés. Ils sont quand même assez difficiles, puisque ça valide des niveaux qui sont assez élevés. Nous, on a choisi d'avoir un niveau de quasiment universitaire. Donc c'est très exigeant. Mais finalement, ce que l'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de différentiel de réussite entre des étudiants qui viennent du monde scientifique, biologique, médical, paramédical, ou des étudiants qui viennent d'un bac littéraire, qui viennent de hôtesse de l'air, qui viennent de masseuses, n'importe quoi, n'importe quel domaine. Il n'y a aucun souci. La seule différence, c'est celle entre les gens qui posent des actions régulières pour travailler leurs cours, pour s'engager, participer aux activités proposées par l'école, venir débloquer leurs choses, oser poser des questions. Ne serait-ce que des fois, c'est envoyer un mail, des fois, c'est difficile pour certains. Poser une question dans le chat quand il y a une visio, poser une question en prenant la parole avec le prof quand il y a quelque chose, ou bien venir participer à une journée de mise en posture de la mise en pratique de la posture d'accompagnement avec moi. On vient, ah, tiens, dans ma posture, j'ai du mal, même en tant qu'étudiant, et peut-être ça pourrait me bloquer par la suite. Comment on peut faire pour régler ça? Donc en fait, on travaille sur tout ça, mettre en pratique les choses. Et donc finalement, ça passe par, oui, il faut des connaissances, mais vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces connaissances en tête en permanence pour pouvoir devenir un très bon professionnel de l'accompagnement. Ce que vous avez besoin, c'est d'intégrer certaines connaissances, d'intégrer les choses, les intégrer en vous parce que vous vous rendez compte qu'elles sont vraies. Vous vous rendez compte que dans votre vie, ça génère des résultats. Vous comprenez la difficulté de mettre en place un conseil. Vous challengez, vous dites ah, c'est difficile, je ressens du stress quand je pose la question sur ce sujet-là. Ça me fait écho à quelque chose à moi. Puis quand la personne répond, c'est difficile. Donc on s'entraîne à tout ça. Et à force de s'entraîner à tout ça, vous commencez à ressentir à quel point, petit à petit,
c'est de plus en plus simple. Petit à petit, la passion est là. Petit à petit, c'est enthousiasmant en fait d'étudier tout ça. Laissez-vous traverser par l'enthousiasme et la passion des formateurs. Moi, j'aime dire qu'on forme des naturopathes inspirés et inspirants. Pourquoi? Parce qu'il est difficile d'être inspirant et de donner envie au monde entier de s'intéresser à notre discipline et à leur hygiène de vie, à leur vitalité, à la santé naturelle, si nous-mêmes on l'a pas reçu de façon inspirante. Et donc en ayant été inspiré et passionné. Donc pour moi, c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus important au niveau de l'enseignement. C'est vraiment de recevoir les choses, pas comme une espèce d'amalgame de tout ce qu'il faut retenir qui serait insurmontable et difficile, mais de dire un pas à la fois, je pose des actions. Donc il y a vraiment la notion de récurrence et il y a la notion de connexion et de ressenti neurosensoriel. Donc le contexte neurosensoriel de l'information que je reçois au travers de formateurs qui vibrent très très fort en fait leur passion pour leur sujet. La quatrième difficulté, c'est une difficulté qui est inhérente un peu à notre modèle, hein. On a l'impression que la personne qui apprend, qui maîtrise des trucs, bah, finalement, elle doit nous dire ce qu'il en est. Et ça nous fait vite endosser la posture de sauveur. C'est-à-dire que dès qu'on commence à s'intéresser à un sujet, on essaie de forcer les autres à s'intéresser à ça et à mettre en œuvre ce qu'on leur dit de mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'un sauveur, pour avoir un sauveur, il faut qu'il y ait quelqu'un de sauvé. Et donc la personne, des fois, n'a rien demandé, il n'y a pas de problème, elle ne nous demande pas de solution, et on est là à vouloir lui imposer des trucs, on part en croisade, etc. Et ça, très souvent dans les formations, on rencontre ça, c'est-à-dire que c'est une vraie difficulté. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train d'apprendre à sauver les autres, vous n'êtes pas en train d'apprendre ça pour imposer aux autres des connaissances, des trucs qu'ils devraient faire et presque décider pour eux. Vous êtes là pour apprendre à prendre la posture de l'accompagnant. L'accompagnant, ça n'a rien à voir avec le sauveur. Il y a une grande différence entre un sauveur qui est plutôt un je sais tout, qui va te dire quoi faire, même quand bon, t'as pas forcément envie de l'entendre et que tu lui as rien demandé, globalement. L'accompagnant, il se met au service d'eux. Il se met au service de ce que tu penses, de ce que tu crois vrai, de ce qui est important pour toi, de ce qu'il y a de plus important dans ta vie, de ce que tu veux atteindre et du problème qui est ton problème. L'accompagnant, il n'est pas en train de dire je sais pour toi, c'est quoi ton problème, je sais ce qu'il te faudrait dans la vie, bah voilà la liste, tu vas faire ci, ça, ça, ça. Et en fait, parfois, dans la transformation d'amateurs passionnés vers professionnels de l'accompagnement en naturopathie, il y a une difficulté à sortir de l'étiquette du sauveur qu'on a tous, par exemple avec nos enfants ou autres, on veut leur éviter des problèmes, on voudrait qu'ils mangent plus de légumes, on voudrait tout ça. Mais parfois, il faut amener l'autre à l'autonomie. Il faut, il faut vraiment se mettre à son service. C'est pas, cette personne n'a pas besoin que sa vie change juste parce qu'elle vous écoute, comme si à l'avenir elle vous écoute plus, bon bah finalement sa vie change plus, elle est plus positive, etc. C'est extrêmement important. C'est vraiment une des choses pour moi les plus fondamentales, c'est que la personne qui est en face de vous, c'est elle qui compte. Le truc qui compte le plus, c'est le lien qui est entre vous et elle. C'est ça qui compte, c'est ça qui prime, c'est ça qui dit où on en est dans l'accompagnement. C'est pas de savoir si elle a fait, elle a pas fait, et qu'est-ce qu'elle croit ou qu'est-ce qu'elle croit pas. Est-ce que j'ai raison, est-ce qu'elle a tort? C'est pas ça en fait. C'est vraiment extrêmement important. Le problème du mode sauveur, comme je l'exprimais précédemment, c'est que vous allez avoir tendance à basculer en mode victime. C'est-à-dire que quand vous essayez de sauver quelqu'un, vous allez ensuite vous plaindre que la personne n'ait pas mis en place les choses, qu'elle vous ait critiqué, qu'elle n'ait pas accepté certains de vos conseils, qu'elle n'ait pas été super remerciante, parce qu'elle aurait dû vous dire merci 4 fois pour tout, pour l'honneur et le privilège que vous lui faites quand même de lui avoir donné des conseils en échange accessoirement de son argent et de sa confiance. Et puis, par moment, ça va tellement vous agacer que vous allez passer en mode bourreau. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas normal, c'est une personne, franchement, qui ne mérite pas d'aller mieux. En fait, on va développer de la frustration, on va développer de la rancœur. On n'est pas dans un état au service d'eux. Quand je suis au service d'eux, je comprends que c'est pas moi qui fais le travail. Je comprends que c'est la vie qui, à travers moi, essaye de passer ces informations à cette personne. Et peut-être qu'elle n'a pas besoin de toutes les informations. Et peut-être que je vais devoir choisir et sélectionner. Peut-être qu'il y a des trucs, ça ne l'intéressera pas. Et peut-être qu'elle n'a pas envie de résoudre quelque chose que moi, j'estime être un problème. Et elle n'a pas envie d'atteindre un truc dans son potentiel que moi, j'aurais l'impression que c'est fondamental, que ça serait à sa place, je le ferais. Donc vraiment, ce qu'il faut développer au sein d'une école de formation, c'est l'aptitude à recommander, à accompagner quelqu'un de la manière qui lui correspond, sans forcément lui avoir dit et conseillé ce que seriez conseillé à vous-même. Pour moi, la règle d'or, c'est si à la fin d'une formation,
ou dans le cadre d'un conseil que je donne, dans le cadre d'une formation. Je donne un conseil que je me serais donné à moi-même, alors je ne suis pas dans la posture de l'accompagnant, je suis plutôt dans la posture du sauveur et du je sais tout. La cinquième difficulté, c'est la peur de ne pas en vivre. Souvent, les étudiants sont à peine dans leur formation qu'ils sont déjà en train de se dire merde, après, je vais pas en vivre, ça va être galère pour moi, ça va être difficile, je risque d'être en difficulté. Et donc, on cherche au quotidien, dans tout ce qui nous arrive, des preuves que ce qu'on va faire ne sera pas rentable, ne générera pas de rémunération et que finalement, on sera en difficulté financière, ce qui est vraiment évidemment une des peurs très importantes pour la plupart des gens dans nos besoins fondamentaux. C'est compliqué quand on a la peur par rapport aux finances parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer pour le taux au-dessus de notre tête. On projette tout de suite des choses extrêmement dramatiques. Et évidemment, c'est très, très, très stressant. Donc, c'est vrai que cette difficulté-là, si vous voulez, ce qui est important, c'est pas tant de s'en affranchir, c'est ok qu'elle soit là, mais c'est plus de choisir où vous mettez votre focus. Si vous êtes bouffé par la peur de pas vivre de votre activité, de pas réussir à générer de revenus, de peut-être que cette activité devienne jamais professionnelle, en fait, vous pouvez pas intégrer les cours que vous recevez alors que vous êtes en train d'être complètement flippé par le résultat que généreront ces cours. Le résultat des cours, c'est vous faire passer d'amateur passionné avec à posture professionnelle de l'accompagnement en naturopathie. À côté de ça, par exemple chez nous, on a des cours de développement d'activité que j'anime, on a plein de supervision, plein de choses, donc évidemment on met en œuvre des choses. Mais c'est pas ça qui compte là. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'essaie de faire quand je reçois mes cours. Bah, quand je reçois mes cours, j'essaie d'améliorer ma posture d'accompagnement. J'essaie d'améliorer ma casquette de professionnel de l'accompagnement. Parce que finalement, c'est ça que je viens chercher. Je veux passer de amateur passionné à professionnel de l'accompagnement en naturopathie. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Et pour devenir professionnel de l'accompagnement en naturopathie, il faut que j'intègre des aptitudes, des automatismes, des techniques, des connaissances. Et donc, poser des actions inlassablement. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de vous imaginer dès maintenant, si vous n'êtes pas encore lancé dans votre formation, ou bien si vous êtes en cours de formation et que vous commencez à avoir des doutes. Demandez-vous tout de suite, pardon, demandez-vous tout de suite, c'est comment une personne qui incarne un professionnel de l'accompagnement en naturopathie. Quels sont ses traits de caractère? Quels sont les éléments qui le caractérisent? Est-ce que c'est quelqu'un qui a le sourire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la tête haute? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'habille en couleur foncée? Est-ce que c'est quelqu'un qui se rase bien, pas comme moi? Ou est-ce que c'est quelqu'un autre? Vous voyez, n'importe quel trait caractéristique, comment la personne pose sa voix, comment la personne se comporte, quelles sont ses habitudes de vie. Quand elle étudie une formation, elle est comment? Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de vous aider à devenir maintenant non pas la meilleure version de vous-même comme tous les bullshit du développement personnel. Non, ce qu'on veut, c'est vous aider à devenir la version de vous-même qui peut prétendre atteindre le résultat d'être un professionnel de l'accompagnement en naturopathie. Et peut-être que ce qui vous manque, c'est juste de la rigueur. Peut-être vous allez vous rendre compte que pour vous, dans votre esprit, ce qui fait quelqu'un de professionnel de l'accompagnement en naturo, c'est quelqu'un, par exemple, qui se lève tôt, ou bien qui prend soin de sa respiration au quotidien, ou bien qui fait de l'activité physique, ou bien qui fait attention à son alimentation. Tout ce que vous allez incorporer dans votre vie qui vous permet de vous sentir plus aligné maintenant avec l'objectif que vous cherchez à atteindre va vous permettre de faire venir cet objectif à vous et de l'atteindre. C'est pas quand vous serez professionnel, alors vous aurez cette hygiène de vie et vous vous sentirez comme ça. C'est quand vous vous sentirez comme ça et que vous aurez cette hygiène de vie propice à devenir ça que vous le deviendrez en fait. Voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager parce que pour moi, c'est vraiment fondamental quoi, d'être capable de dire j'ai peur de ne pas en vivre professionnellement, j'ai peur de ne pas générer de revenus, mais c'est totalement légitime. Mais ce qui fait que vous générez du revenu, c'est que vous êtes un professionnel de l'accompagnement en naturopathie. Il n'y a jamais eu autant de demandes que maintenant. Mais le problème, c'est que peu de gens deviennent un professionnel de l'accompagnement en naturopathie. Beaucoup de gens deviennent des je sais tout de la naturopathie, des connaisseurs de la naturopathie, mais rarement des professionnels de l'accompagnement qui se mettent au service de l'autre sans essayer de leur inculquer ce qu'ils pensent être vrai et l'idéologie qu'ils ont appris. Plus vous devenez ce professionnel-là, plus vous répondez à un besoin qui est massif aujourd'hui et la rémunération n'est qu'une conséquence d'être devenu ça.
C'est pas, parce que, vous générez des sous, vous serez rassuré, vous serez professionnel. C'est parce que vous êtes professionnel de l'accompagnement que vous générez des sous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, c'était important de vous partager ces 5 difficultés. Mon but à moi, c'est que vous puissiez en prendre connaissance avant de vous former, pour tout de suite essayer de regarder comment vous pouvez faire évoluer ça. Si vous envisagez d'intégrer un cursus, par exemple le nôtre ou celui d'une autre école. Et puis, si vous êtes déjà en cours de formation, vraiment, prenez en compte également, ça vous évitera probablement de vous cracher, parce que j'ai vu pas mal de gens qui m'ont écrit en me disant bah, j'ai décidé d'abandonner ma formation, etc. Moi, ça m'a toujours peiné que des passionnés arrêtent ça, parce qu'on a tellement besoin, il n'y a jamais eu autant de besoins dans la population, les gens, ils sont très ouverts, et je trouve ça tellement dommage que quelqu'un qui avait cette passion-là, en fait, voit sa passion réduite en cendres parce que des difficultés en rapport avec finalement la réalisation de leur formation. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like, dites-moi en commentaire où vous en êtes, si vous avez envie d'en savoir plus sur différentes choses pour votre projet. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.